Avant de débuter mon propos sur le fond de ce texte, je veux répondre à monsieur le rapporteur. Vous avez affirmé dehors et ici que nous ne respecterions pas la mémoire des victimes. Je veux donc rappeler avec la plus grande solennité notre soutien ému et respectueux à la famille et aux proches de Philippine, dont le meurtre nous a tous légitimement bouleversés. Mais, monsieur le rapporteur, je ne souhaite pas rentrer sur ce terrain. Je vous réponds sur le plan strictement politique. Votre loi n'aurait pas sauvé sa vie. Son meurtrier présumé a été relâché au bout de 70 jours, bien avant le plafond légal actuel. Allonger la durée de rétention n'aurait absolument rien changé à ce drame. Notre République repose sur des principes inaliénables de liberté et d'égalité. Et je vais citer ici le premier article de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce message dépasse la seule figure des citoyens français pour embrasser toute l'humanité, se souciant peu du statut administratif ou de l'origine des femmes et des hommes qui vivent sur nos sols. Cet article fondateur a su se traduire dans toutes nos grandes avancées politiques et sociales, mais malheureusement, des responsables politiques, ceux issus de la Startup Nation et ceux issus de Vichy, ne cessent de détruire cet universalisme. Les garanties procédurales sont méthodiquement démantelées les unes après les autres. Depuis François Hollande, suivi avec zèle par son ancien ministre Emmanuel Macron, vous avez fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Ce texte, aujourd'hui, s'inscrit dans cette logique funeste. En matière de lutte contre le terroriste, vous faites une distinction abjecte entre les Français et celles et ceux qui vous rendaient coupables de tout, les résidents étrangers de notre pays. Or, vous le savez comme moi, la tragique réalité de la dernière décennie nous a prouvé qu'une grande partie des terroristes ayant frappé notre pays étaient des Français, qu'ils avaient fréquenté les écoles de la République et grandi dans nos villes. Mais votre texte vient renforcer le soupçon que sur vos boucs émissaires. Pendant des années, vous avez exigé des voix de la gauche dans les voix de la gauche dans les urnes, en exigeant que, comme les castors, elles fassent un barrage républicain face à l'extrême droite. Mais dans cet hémicycle, au fil de cette insupportable fin de règne que vous faites subir à nos compatriotes, les masques sont tombés. Votre fameux « en même temps » a toujours été une politique de droite. Rien ne change avec vous. La bourgeoisie que vous représentez fait toujours le même choix. En bradant ainsi nos libertés pour complaire à l'extrême droite, vous illustrez à la perfection la sinistre maxime de vos ancêtres politiques des années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Vous n'avez jamais été un barrage, vous êtes un pont, vous êtes le marchepied de la réaction. Et le boussole de ce texte indique résolument, obstinément l'extrême droite. Les Françaises et les Français veulent vivre en paix et en sécurité, c'est une évidence. Mais ils veulent aussi rester libres et protégés de l'arbitraire de l'État. Or, comment vous faire confiance ? Lors de l'étude de ce texte, un véritable scandale d'État a éclaté. Sous couvert d'apologie du terrorisme et de procédures d'exception, les services de police ont géolocalisé, pisté, épié les moindres faits et gestes d'une élue de la République, notre collègue eurodéputée Rima Hassan. Et quand nous avons demandé des comptes sur le sujet dans cet hémicycle, monsieur le ministre, qu'avez-vous fait? Vous avez dégainé l'article 44 alinéa 2 pour pouvoir fuir les débats. Ce mépris de l'Assemblée, vous l'avez poussé jusqu'à l'absurde dans l'examen de ce texte, quand cette Assemblée, souverainement, a rejeté votre infâme article 8 sur l'allongement de la rétention. Vous avez imposé une seconde délibération pour faire revoter l'Assemblée. Rien que pour cet affront fait au Parlement, ce texte issu de la commission mixte paritaire mériterait d'être rejeté aujourd'hui. Mais il nous faut décortiquer le fond de ce texte. L'article 1er reste un modèle d'arbitraire. Il porte une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique sans contrôle en amont du juge. Elle sera déclenchée parce qu'il existerait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'individu constitue une menace. Mais vous n'avez jamais été capable de définir ces raisons sérieuses. En procédant ainsi, vous laissez la main libre à l'administration policière. Vous allez jusqu'à recourir aux forces de l'ordre à domicile au petit matin pour imposer l'examen psychiatrique. Vous organisez la possible admission en soins sans le consentement de la personne. L'hospitalisation sans contrainte existe dans notre droit, oui. Mais elle exige de constater un péril médical éminent. Le médecin ne peut être une contrainte pénale ordonnée par un préfet pour pallier le manque de preuves judiciaires. Tous les professionnels de santé vous le crient depuis des mois, mais vous ne les écoutez pas. J'envoie d'ailleurs ici les pensées et le soutien de mon groupe, la France Insoumise, au personnel de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, en grève, pour dénoncer leurs conditions de travail indignes. J'envoie aussi des pensées personnelles aux soignants mobilisés à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes pour les mêmes raisons et partout ailleurs. Nous remettrons la psychiatrie sur pied à partir de 2027. Tenez bon. Sans moyens pour la psychiatrie, votre texte finira au mieux à la poubelle et au pire, il engorgera encore davantage des services à l'agonie et épuisera des soignants. Rappelons ce chiffre effarant. En Île-de-France, il y a aujourd'hui 7 lits d'urgence pour 12 millions d'habitants d'urgence psychiatrique. Vous instrumentalisez la souffrance psychique au nom de la sécurité publique. Et que dire de l'article 4 qui transforme les directeurs d'hôpitaux en indiques de la préfecture en les obligeant à faire remonter la moindre autorisation de sortie? C'est la mort du secret médical.
L'article 2, quant à lui, est un terrible échec. Ce que vous avez fait dans nos prisons est une honte. Elle ne réhabilite pas les condamnés, elle ne faut que punir, reproduire la violence et donc la récidive. Et dans le cas du terrorisme, vous le faites gagner en empêchant toute possibilité de déradicalisation. Cet article étend la rétention de sûreté à des individus ayant purgé leur peine. C'est la prison après la prison. Vous avez taillé à l'os les services de réinsertion depuis longtemps. Vous construisez des prisons, encore des prisons, toujours des prisons, tout en maltraitant l'administration pénitentiaire et les services de probation. Si des personnes condamnées ressortent sans remise en cause et peuvent récidiver, c'est le résultat direct de votre politique de clochardisation de la justice. Parce que vous refusez la régulation carcérale, parce que vous refusez de concentrer les moyens humains sur la réinsertion pour éviter les sorties sèches, vous inventez les peines de sûreté quasiment automatiques. L'article 3 va dans le même sens pour les condamnés de droit commun. L'objectif de prévention est noble, mais sans moyens, c'est du pipeau. Prolonger l'enfermement hors de tout cadre pénal classique est une dérive inacceptable. De plus, l'article 5 va parachever cet arbitraire en réduisant les garanties de recours contre les mesures de contrôle administratif, les fameuses MICAS. Les préfets pourraient faire appel de la décision du juge et pire, cet appel deviendrait suspensif. Vous permettez à l'administration de maintenir une privation de liberté que le juge vient pourtant de déclarer illégale. C'est la remise en cause totale de l'autorité de la justice face à la toute-puissance de Beauvau. J'en viens au fond profondément nauséabond de votre loi, l'article 6 qui restreint le changement de nom et de prénom à l'état civil pour les personnes nées à l'étranger. Et la commission mixte paritaire a maintenu cette ignominie en exigeant des personnes l'autorisation d'un procureur si leur pays d'origine s'y oppose. Mes collègues, ça concerne qui essentiellement? Les actions vous l'ont hurlé, ce sont les personnes transgenres exilées. Vous demandez à des personnes qui ont fui la torture et les persécutions d'aller quémander des papiers aux régimes dictatoriaux qui veulent leur mort. Soyons sérieux, les terroristes internationaux se moquent bien de vos formulaires de changement de prénom en mairie. La grande criminalité utilise des faux papiers. Elle n'utilise pas l'article 60 du Code civil. Vous avez fondu une loi faussement antiterroriste pour mener une vraie traque administrative contre les minorités et les étrangers. Et maintenant, parlons du cœur de votre texte, la rétention administrative. Le rapporteur a trouvé une rustine pour allonger la durée et faciliter le renouvellement de la rétention en centre de rétention administrative. Rappelons que le Conseil constitutionnel a déjà tranché en 2025 et a déclaré anticonstitutionnelles des mesures identiques. Le législateur aujourd'hui décide sciemment de contourner cette décision. L'ombre du très réactionnaire Bruno Retailleau plane lourdement sur cet hémicycle. Il déclarait « l'état de droit n'était pas intangible », vous le mettez en pratique. Or, la constitutionnalité ne se contourne pas, elle se respecte. Avec la bénédiction de la CMP, vous allez enfermer des personnes sorties de prison dans des centres de rétention administrative pendant 210 jours, renouvelables par tranche jusqu'à 540 jours. Monsieur le rapporteur, vous avez même osé vous vanter d'avoir créé un plafond pour protéger les libertés, mais 540 jours, c'est 1 an et demi d'enfermement sans procès, ce n'est pas un garde-fou, c'est la légalisation de l'arbitraire. C'est donc une peine supplémentaire d'1 an et demi sans procès, la double peine. Tous vos rapports le disent, les personnes retenues sont généralement expulsées dans les 30 premiers jours. Au-delà, la rétention s'éternise uniquement parce qu'il est impossible d'obtenir des laissez-passer consulaires. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté le déclarait en commission. L'état de certains CRA est pire que celui de nos prisons. Ces lieux fabriquent de la violence et de la détresse psychiatrique. Cette rétention longue et inhumaine est inhumaine et inefficace. L'allonger de 540 jours constitue une atteinte irréversible aux libertés essentielles. Cette logique revient une nouvelle fois à faire de l'étranger un nuisible qu'il faut invisibiliser, extraire de l'espace public. Mes chers collègues, en votant ce texte, vous n'obtiendrez aucune garantie de sécurité supplémentaire pour nos concitoyens. Mais vous détricoterez ce qui fait les fils mêmes de notre République. Vous validerez la fin de la proportionnalité des peines. Vous acterez la mort du secret médical. Vous inscrirez dans la loi la discrimination par la nationalité et l'acharnement contre la minorité de genre. Dans cet hémicycle, nous, les députés de la France Insoumise, nous sommes fiers d'être héritiers du bloc de constitutionnalité et des droits humains. Nous jugeons des actes matériels, pas des probabilités. Nous défendons le soin, pas la punition médicale. Nous défendons une justice indépendante, pas une justice sous tutelle préfectorale. Ce texte est une atteinte pure et simple à l'état de droit. Il sera certainement balayé par le Conseil constitutionnel, mais il est de notre devoir de parlementaires de le balayer dès aujourd'hui politiquement. Pour la défense des libertés fondamentales, pour le respect de l'éthique médicale, pour la dignité des personnes exilées et pour faire barrage à l'agenda xénophobe et autoritaire qui a inspiré ce projet, le groupe La France Insoumise vous appelle à voter pour cette motion de rejet préalable.